Bonjour et bienvenue à tous. Jung Yoo-jong est une jeune coréenne sans histoire. Elle a un parcours scolaire classique, une élève douée mais effacée, de celle que les professeurs ne remarquent pas. Pourtant, dès que l'on pénètre un peu plus dans son histoire personnelle, on découvre l'envers du décor. Une enfance malheureuse et invisible, une jeune femme solitaire, fascinée par le crime, le calme avant la tempête. Et puis, l'obsession qui devient un plan. Dans notre podcast du jour, je vous invite à découvrir avec moi cette affaire qui a marqué les esprits en Corée du Sud, ou comment la fascination morbide se transforme en projet meurtrier. Nous sommes dans l'un des quartiers résidentiels de Busan, grande ville portuaire de Corée du Sud. Alors que la saison estivale bat son plein, on constate chaque jour l'arrivée massive des habitants de Séoul et des touristes chinois chassés par la chaleur étouffante des grandes métropoles. C'est ici que vit Jung Yoo-jong, 22 ans. Yoo-jong préfère la tranquillité de sa chambre plutôt que le bord de mer rempli de touristes. C'est son refuge depuis toujours, là où elle a ses repères et où elle passe le plus clair de son temps. La fenêtre de sa chambre donne directement sur un chantier immobilier, en suspens depuis une dizaine d'années, faute d'investissement. Elle partage la maison avec son grand-père, avec qui elle vit depuis bientôt 18 ans. Ou plutôt, c'est lui qui partage sa maison avec elle. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant, elle vivait avec ses parents. C'est après le départ de Oma, qui veut dire maman, que les choses se sont compliquées. Les parents de Yoo-jong divorcent lorsqu'elle a à peine 3 ans, et sa mère quitte le domicile familial, fuyant un mari irresponsable dont l'existence tourne autour des casinos au lieu de sa famille. La fillette reste alors avec son père. Ce dernier cumule les problèmes, alcoolisme, jeux de hasard et dettes en tout genre. Il dépense tout ce qu'il gagne et est incapable de rester dans un travail plus de 2 mois sans être renvoyé. D'ailleurs, il découvre très vite qu'il n'est pas fait pour le travail. Les machines à sous sont largement plus agréables. Malgré son jeune âge, la fillette comprend que quelque chose ne va pas avec son père. Très vite, elle se rend compte qu'elle doit inverser les rôles, devenant elle le parent et lui l'enfant dont il faut prendre soin. 3 ans plus tard, le père de Yoo-jong est incarcéré pour une histoire de dépôt de chèques sans provision. Désormais seule au monde, elle est recueillie par son grand-père paternel, un retraité taciturne et pas vraiment affectueux, qui l'accueille à contre-cœur chez lui. Il ne roule pas sur l'or, et il le lui fait vite comprendre. Âgée de 6 ans, la fillette doit alors partager le quotidien de Al-Aboji, le grand-père, et se soumettre à ses habitudes. Ce dernier refuse catégoriquement de payer la caution de son fils et raconte à qui veut l'entendre qu'il l'a renié, car il l'a couvert de honte. Yoo-jong grandit plutôt isolé dans cette maison où le temps semble s'être arrêté dans les années 80. Chaque matin à 6h30, Al-Aboji sort faire ses exercices, acheter son journal et ses cigarettes avant de rentrer. Il ne va chez personne et ne reçoit personne. Sa famille et presque tous ses amis sont déjà tous décédés. Le seul encore vivant est parti rejoindre sa fille en Californie. Comme tous les gens du 3e âge, il doit tous les jours faire face à cette épreuve qu'est la solitude. Al-Aboji passe sa journée devant la télévision, fumant une cigarette sur l'autre, habitude qu'il a gardée depuis ses 20 ans. La seule fois où il se lève, c'est pour aller manger, arroser ses plantes ou surveiller par la fenêtre le va-et-vient des livreurs en scooter. La seule chose qu'il s'est fait livrer de sa vie, c'est son canapé et sa machine à laver. Du reste, il ne se soucie pas vraiment de la présence de sa petite fille, et s'enquiert jamais de ses besoins. Convaincu que les bonbons sont une nourriture pour enfants, il lui en ramène chaque jour, au point qu'elle finit par avoir des caries et attraper des vers intestinaux. Yoo-jong doit presque le supplier à genoux pour avoir du wifi haut débit à la maison. « Al-Aboji, c'est pour l'école. Autrement, comment je pourrais faire mes devoirs ?»« Génération maudite de bon rien, toujours à vouloir plus et plus. Vous n'êtes jamais satisfait. Quand j'avais ton âge, je dormais souvent le ventre vide, et je ne me plaignais pas. » Quand son père est sorti de prison en 2017, Yoo-jong est allé le voir une fois. Il l'a invité au restaurant pour manger un barbecue. Elle a accepté, mais avec réserve. Au cours du repas, il a vidé à lui tout seul 2 bouteilles de soju, un alcool de riz, et a avalé une quantité astronomique de viande grillée. À mesure qu'il mangeait et qu'il buvait, ses joues devenaient toutes rouges. Au moment de l'addition, il était déjà tout à fait ivre. Il a fait mine d'avoir perdu son portefeuille, et sa fille a été obligée de payer à sa place. Décidément, il ne changera jamais.
Maintenant qu'elle est suffisamment grande, elle a enfin compris pourquoi sa mère a mis les voiles, même si au fond d'elle-même, elle ne lui a jamais pardonné ce geste. Généralement, ce sont les papas qui s'en vont et les mamans qui restent, mais sa famille n'est pas comme les autres. De l'extérieur, rien ne la distingue des autres jeunes femmes de son âge. Pas de casier judiciaire, pas de dossier psychiatrique, juste une vie discrète, presque invisible. À l'âge où la plupart des Coréennes se disputent les meilleurs postes dans les entreprises, elle ne travaille pas et ne poursuit pas non plus d'études supérieures. Son monde est réduit au mur de sa chambre, à ses écrans, à ses écouteurs. Elle sort peu, elle parle peu, et personne ne semble vraiment remarquer son absence, pas même le grand-père. Même s'ils habitent la même maison, ils ne font que se croiser. De toute manière, ils n'ont rien à se dire. Toutefois, il lui donne 50 € d'argent de poche chaque mois, qu'elle dépense en produits de beauté et en friandises. Il ne lui demande jamais ce qu'elle compte faire de sa vie, et n'a jamais proposé de l'aider financièrement pour ses études. Alors elle juge qu'elle n'a pas de compte à lui rendre non plus. Yoo-jong passe le plus clair de son temps devant son ordinateur. Elle regarde des documentaires, des séries, des vidéos YouTube. Sur Netflix, elle visionne les dramas à la chaîne, tout en grignotant de ses chips et ses gâteaux favoris. Les épisodes se succèdent l'un après l'autre. Il lui arrive souvent de s'endormir avec son téléphone à la main et ses écouteurs collés aux oreilles. Ce que d'autres considèrent comme un passe-temps est en fait la vie quotidienne de Yoo-jong. Cela la mobilise au point de ne pas quitter sa chambre pendant une semaine entière. Cette vie cloisonnée, alors qu'elle n'a que 22 ans, se transforme peu à peu en un cercle vicieux dont elle ne voit plus l'issue. Toutefois, elle ne fait rien pour changer sa condition. Affronter le monde extérieur et la compétitivité extrême de la société coréenne lui fait peur. Diplômée du lycée pour filles de Kwanggi, en 2018, Yoo-jong n'en garde pas de bons souvenirs. À cette époque, elle n'avait pas beaucoup de présence en classe, et les professeurs se rendaient rarement compte de sa présence. Elle n'avait pas de meilleurs amis, encore moins de petits copains. Elle n'acceptait même pas les salutations et n'y répondait pas vraiment. Par ailleurs, il lui arrivait souvent de se dissimuler derrière les rideaux de la classe pour manger des collations. Un comportement assez étrange, mais qui n'alerte pourtant pas. Elle a surtout une faible estime d'elle-même, mais cela, personne ne le sait. Si les autres filles tentent de la faire sortir de sa bulle, elle se heurte immédiatement à un mur. Yoo-jong développe également une sorte de complexe vis-à-vis de la langue anglaise, qui est la deuxième langue d'enseignement dans le pays et la plus populaire parmi les jeunes. Incapable de la prononcer correctement, elle redoute d'ouvrir la bouche et déclencher les railleries. Après avoir décroché son bac avec mention assez bien, elle convainc son grand-père de lui payer une blépharoplastie, l'opération de la double paupière très courante dans les pays d'Asie. Durant cette période, elle fait preuve d'optimisme et veut faire sa place dans la société. Mais elle va vite déchanter. Tout d'abord, elle ne réussit pas à accéder à l'université. Ensuite, elle échoue à l'examen de la fonction publique. Or, le diplôme supérieur est une chose presque vitale en Corée, et ne pas l'avoir fait de vous un raté. C'est à peu près à cette période que Yoo-jong va commencer à faire un peu tout et n'importe quoi. Elle se fabrique un CV où elle mentionne des diplômes et des certificats imaginaires, puis l'envoie 3 fois de suite à une entreprise. Et alors qu'elle ne s'y attend pas, elle est contactée pour venir passer un entretien d'embauche. Mais une fois installée au bout de la table face au recruteur, elle perd tous ses moyens et a comme un blocage. Elle est incapable de répondre aux questions. Yoo-jong sait qu'elle a complètement bâclé son entretien, mais une voix intérieure lui dit qu'elle pourrait être prise. Alors, elle patiente. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Elle a toujours la carte de visite que le recruteur lui a remise. Elle l'appelle. Le téléphone sonne, mais l'appel est rejeté. « En réunion, ne pas déranger », reçoit-elle par SMS. Yoo-jong reste ainsi à côté de son portable toute la journée, dans l'attente qu'il la rappelle. Mais il n'en fait rien. Le lendemain, elle refait une deuxième tentative. L'appel est rejeté encore une fois. Froissée par son attitude, elle fait preuve d'un comportement obsessionnel. Quand il décroche enfin, elle se met à l'insulter, sous prétexte qu'il ne l'a pas rappelé. Le recruteur menace de déposer plainte contre elle. Elle raccroche net, bloque son numéro et balance son téléphone par terre. C'était la première et la dernière fois de sa vie qu'elle passe un entretien d'embauche. Ses journées commencent à se ressembler, sans nouveauté. Rester dans son lit à regarder des séries devient son activité principale.
D'ailleurs, il n'y a personne pour la houspiller et l'obliger à aller chercher du travail. Le grand-père n'en a que faire. Depuis quelque temps, leur relation est devenue très tendue, sans raison apparente. Volontairement recluse dans sa chambre, elle devient accro au contenu de true crime en ligne. Documentaires, séries, forums Reddit, YouTube, etc. Coupée du monde extérieur, introvertie et désocialisée, la vie de la jeune femme est rythmée par le visionnage intempestif de ses contenus. Et cela finit par favoriser une dérive vers la fascination morbide. Dès son réveil, et jusqu'à très tard la nuit, elle enchaîne les contenus sur les tueurs en série, des reconstitutions de meurtres célèbres, des témoignages de policiers, des récits de cold case. Le crime, en boucle. Le sang, les scénarios, les mobiles, et puis l'absence de mobile aussi. Ce n'est pas juste de la curiosité, c'est une obsession. Une fascination qui grignote, lentement, la frontière entre le réel et la fiction. Autour d'elle, personne ne s'alarme. Elle est tranquille et silencieuse. Elle ne dérange personne. Elle n'a pas d'antécédents, pas de comportement agressif. Elle est ce que la société appelle inoffensive, invisiblement inoffensive. Mais à l'intérieur, quelque chose fermente. Une pensée qui revient, une pensée qui se forme, une envie qui se forme. Et un jour, une idée qui s'installe. Et si je le faisais ? Tout commence par de simples vidéos, des interviews de tueurs en série, des analyses de scènes de crime, des épisodes de true crime où le meurtrier est traqué, où les détails sanglants sont disséqués avec précision. Comme beaucoup d'internautes, Yu Jong clique, elle regarde, elle enchaîne, mais elle ne s'arrête plus. Ce que d'autres considèrent comme du divertissement macabre, elle le vit comme une immersion. Elle ne se contente pas de regarder, elle s'imprègne, elle apprend, elle note. Et elle s'identifie, non pas aux victimes, mais aux tueurs. Plus les jours passent, plus son imagination prend le pas sur le réel. Elle se met à fantasmer une scène. La sienne, son propre crime. Pas par haine, pas par vengeance. Par curiosité. Par envie de savoir ce que ça fait. Et surtout, pour vivre ce qu'elle appelle une expérience réelle, une sorte de test, comme si le meurtre devenait une forme extrême d'exploration personnelle, une transgression, sans mobile classique, sans haine, sans passion. Alors, elle commence à planifier, dans le plus grand secret. Année 2023. Yu Jong vient d'avoir 23 ans. Au cours de ces derniers mois, sa fascination pour le meurtre est devenue de plus en plus accrue. Début mars, elle fait un premier essai. Elle tente d'attirer une femme d'une vingtaine d'années qu'elle rencontre via le chat d'une application de transaction d'occasion en ligne. Les deux filles se donnent rendez-vous sur un sentier pédestre à Buku. Seulement, l'inconnu ignore totalement la véritable intention de Yu Jong. Le jour J, elle arrive à pied, portant une robe grise oversize, un bob et de grosses lunettes de soleil. Elle aperçoit l'autre fille en train de l'attendre devant un café, en regardant dans tous les sens. Mais la présence des passants qui se promenaient dans le quartier font changer d'avis à Yo. Elle se ravise et rebrousse chemin. De retour à la maison, elle trouve un message WhatsApp envoyé par la fille. « Vous pouviez au moins m'aviser que vous ne viendrez pas, ce n'est pas très correct. » Mais elle ne l'intéresse plus, et ne répond même pas au message, mais préfère le supprimer, en laissant le « vu » bien en évidence. 2 semaines plus tard, elle fait une deuxième tentative. Toujours sur le même site, elle fait la connaissance d'un adolescent. Même chose qu'avec la première, elle fait semblant de vouloir lui acheter un gadget seconde main. En réalité, elle tente de l'attirer, pour le tuer. Elle se prépare, et sort. Cette fois-ci encore, elle n'y parvient pas, car le garçon n'est tout simplement pas venu sur les lieux du rendez-vous. Mais alors que faire ? La frustration de Yu Jong est à son paroxysme. L'envie de commettre un meurtre ne la quitte plus. Elle n'en mesure même pas les conséquences. Elle décide alors de supprimer son profil du site de transaction en ligne, pour ne pas attirer l'attention, et commence à réfléchir à autre chose. Il lui faut trouver le terrain propice pour passer à l'acte, le terrain où sa cible serait vulnérable et à sa merci. Il lui faut la cerner. Alors, lui vient une nouvelle idée, et cette fois-ci, elle ne compte pas faire marche arrière. Nous sommes alors fin avril. Il y a une semaine, elle a téléchargé une application de tutorat en ligne,
une plateforme tout à fait banale où des étudiants proposent des cours privés à des élèves de collège et de primaire. L'application permet aussi aux parents de rentrer en contact avec l'enseignant et de surveiller les discussions. Certains cours sont donnés en ligne, mais la plupart se déplacent chez l'apprenant. You n'est pas là pour proposer ses services. Elle s'est plutôt inscrite en tant que membre parent. Pas besoin de publier de photos ni d'informations détaillées sur elle, puisque c'est elle, maintenant, qui joue au recruteur. L'application offre une multitude de services, cours de maths, d'histoire, de philosophie et de langues étrangères. Yu-jong, caché derrière son alias, scrolle les profils des tuteurs. « Il a fait son opération de double paupière, pourtant, il est toujours moche », déclare-t-elle à propos de la photo d'un jeune prof d'anglais. Par la suite, elle publie un message en se faisant passer pour la mère d'une élève de 3e année de collège, à la recherche de quelqu'un pour lui donner des cours particuliers d'anglais. Elle cherche une cible, un visage, une faille, quelqu'un de jeune, disponible et surtout, seul chez lui. Elle ment, elle manipule, elle fabrique l'histoire. Quelques jours plus tard, le 24 mai, une jeune tutrice lui répond. Elle s'appelle Hae, elle a 26 ans, et possède un master spécialisé. Elle a également fait un stage de 6 mois aux États-Unis, comme l'indique son CV. Mon but est d'en finir avec le handicap que beaucoup d'apprenants confrontent lors de l'apprentissage de l'anglais. Durant mon stage à Chicago, j'ai eu l'occasion d'observer, etc. Oui, et blablabla, se moque Yu-jong. Vous semblez être quelqu'un de sérieux et d'ouvert. Je pense que nous serons d'accord, écrit-elle à la tutrice. Elle accepte le rendez-vous. Elle ne se doute de rien. Seulement, le lendemain, la tutrice envoie de bonne heure un message d'excuse. C'est bien après avoir accepté votre proposition que j'ai découvert que la distance était trop grande. Or, je ne suis pas motorisé. Je regrette, mais je vais devoir décliner. Si vous le souhaitez, je peux vous recommander quelqu'un et... Non. Elle ne va pas se désister, elle aussi. Yu-jong persiste et continue à harceler Hae. Au moins pour une leçon d'essai. Je vous enverrai ma fille, elle a l'habitude de prendre le métro toute seule. Vous n'aurez pas à vous déplacer jusqu'ici. La tutrice finit par accepter. Pendant ce temps, Yu-jong prépare déjà son costume. Elle a réservé au préalable un uniforme scolaire en ligne. Elle prévoit de se faire passer pour une collégienne, une simple élève innocente venue recevoir un cours. Avec des couettes et un peu de maquillage, cela devrait aller. Elle sait d'ailleurs faire la démarche des collégiennes, les pieds légèrement arqués comme les canards. 2 jours plus tard. Il est un peu plus de 16 heures, ce vendredi 26 mai 2023. Le soleil chauffe les trottoirs de Busan. Après avoir fixé le rendez-vous avec l'enseignante et demandé des conseils pendant qu'elle envoie l'enfant, Yu enfile son costume d'écolière modèle, jupe noire plissée, cardigan, chemise blanche et veste. Ainsi déguisée, elle monte dans le métro et se rend au domicile de Hae, dans le district de Gumjong, c'est-à-dire à l'autre bout de la ville. Tout au long du trajet, elle ne pense à rien. Quand le contrôleur lui demande sa carte de transport à tarif réduit, elle déclare qu'elle vient de changer d'établissement et qu'elle est en train de la refaire. Quand elle arrive enfin à Gumjong, elle descend et se mêle à la foule. Le district est assez calme et bien fréquenté, composé de gratte-ciel faisant le vis-à-vis avec le bord de mer et la montagne à proximité. Elle n'a encore jamais mis les pieds ici. La maison de la tutrice n'est plus qu'à quelques pas, comme le suggère l'application de géolocalisation. Quand Yu-jong arrive enfin devant la porte, elle est déjà complètement dans son personnage. La jeune femme qui vient lui ouvrir est en vrai à peine plus âgée qu'elle. La fausse écolière s'incline respectueusement comme il est d'usage avec les personnes plus âgées que soi. Elle jette un regard en biais à l'enseignante. Elle ne se doute de rien. « Enlève tes chaussures et range-les-là, s'il te plaît », lui dit Hae. À la place, elle lui donne des mules à enfiler. Yu s'exécute sans se départir de son sang-froid. Elle ressemble à une Lolita, avec son uniforme scolaire fraîchement loué en ligne et son sac à dos. Elle a maquillé son visage pour paraître plus jeune. Elle sourit, poliment. Une élève modèle. Tout semble normal. Yu-jong pénètre dans la maison de Hae et déduit rapidement qu'elle y vit toute seule. Sur les murs, il n'y a aucune photo de mariage, mais plutôt celle d'un couple âgé, en tenue traditionnelle coréenne, en train de célébrer quelque chose. « Mes grands-parents, ils vivaient à Jeju, ils ne sont plus là », dit Hae en souriant d'un air nostalgique. « Mon grand-père est décédé aussi, je l'aimais à la folie. » Ment, la fausse collégienne. « Ce n'est qu'une fois qu'on les a perdus qu'on se rend compte de leur valeur, » continue Hae. « Vous avez bien raison, madame. »« Appelle-moi Hae, sinon Jennifer, c'est comme ça qu'on m'appelait à Chicago. »« Oh, mais ma maman ne me laissera pas m'adresser à vous ainsi. »
L'enseignante se met à rire. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que dans le sac à dos de son élève, au milieu de quelques fournitures pour donner le change, se cache un couteau de cuisine soigneusement emballé. Quelques minutes passent. Le cours n'a même pas vraiment commencé. Puis soudain, tout bascule. Dans un éclair de brutalité, Yu Jong sort l'arme et l'attaque. Elle frappe à plusieurs reprises, sans un mot, sans trembler. Prise au dépourvu, affolée et grièvement blessée, l'enseignante tente de ramper jusqu'à la porte, mais un dernier coup de couteau en bas du dos l'arrête. Un meurtre aussi rapide que brutal, clinique et presque expérimental. La tutrice succombe à ses blessures mortelles, mais le plus glaçant est ce qui vient après. Yu Jong ne panique pas. À pas feutrés, elle avance vers sa victime, baignant dans une mare de sang inerte. De son pied, elle la retourne sur le dos. Elle tâte son pouls et ses battements cardiaques. Elle n'est plus. Elle a reçu au total pas moins de 110 coups de couteau. Yu Jong reste sur les lieux, nettoie autant qu'elle peut, puis commence à démonter la scène afin d'effacer les traces de sang. À un moment donné, elle entend des pas dans le couloir. Elle s'immobilise et tend l'oreille. Non, c'est l'appartement à côté. Par la suite, elle va à la salle de bain, se lave le visage et les bras, change de tenue et cache l'uniforme dans son sac. Puis, elle sort faire des emplettes, suivant le plan établi. Elle fait une halte dans un supermarché, où elle achète un second couteau, une paire de cadenas, des sacs en plastique et une valise. Puis elle retourne à l'appartement. Pendant toute la soirée, elle démembre la victime, emballe les parties dans les sacs en plastique et l'autre dans la valise. Elle emporte aussi le téléphone portable, la carte d'identité et le portefeuille de la victime. Ainsi chargée, elle quitte les lieux en prenant les escaliers. Vers 23h, elle retourne chez elle, l'air de rien. Son grand-père ne s'est même pas rendu compte de son absence. Elle traîne le bagage dans sa chambre et s'enferme à double tour. Yu Jong reste ainsi prostrée jusqu'à 2h du matin. Elle a soif et envie de boire quelque chose de bien frais. Dans le frigo, elle trouve un pack de bière locale à moitié entamé. Elle se sert, debout à côté de l'évier. Dans sa tête, plusieurs idées s'entrechoquent. Maintenant que le plus difficile a été fait, elle n'a pas le droit à l'erreur. Vers 3h du matin, elle quitte à nouveau son domicile, chargée de la lourde valise contenant le corps démembré. Elle hèle un taxi, monte dedans. « Conduisez-moi à la rivière de Nakdong, près de la gare de Dongmyeon. » Le chauffeur, un peu intrigué, ne peut s'empêcher de la questionner. « Vous n'êtes pas de Busan, je suppose ?»« Non, en fait, je viens de Jeju. Je commence l'université ici. »« Jeju ? Eh bien, vous avez du courage. Et vous avez des parents ici ?» Prise au dépourvu, elle se dépêche de répondre. « Non, je n'ai personne ici, mais je vais bientôt avoir une chambre au campus. »« C'est que trimballer une valise aussi lourde toute seule à cette heure... » Que veut-il insinuer ? Elle ne dit rien et tourne la tête côté fenêtre pour éviter de croiser le regard de l'homme dans le rétroviseur. Arrivée à destination, elle descend en tirant sur le bagage. Le chauffeur veut descendre pour l'aider, mais elle s'y oppose. « Ça va, je peux le faire toute seule. » Elle traverse le parc du bois Wangsan, éclairant le chemin avec la torche de son téléphone. Le parc est totalement désert. Seuls les pas de la meurtrière font craquer le feuillage. Sur la rive, elle se débarrasse de la valise et fait demi-tour. Une fois à la maison, elle regagne sa chambre, se jette sur son lit et dort d'un sommeil paisible, sans le moindre remords. Le lendemain, le chauffeur de taxi qui a conduit la veille Yu Jong à l'endroit où le corps a été jeté a d'abord pensé que la femme voyageait seule. Elle a d'ailleurs indiqué qu'elle venait de l'île de Jeju pour poursuivre ses études à l'université de Busan. Son comportement est devenu suspect lorsqu'elle est allée seule dans la forêt avec sa valise tachée de sang, avant de ressortir environ 20 minutes plus tard. Méfiant et intrigué par la taille et le poids de la valise, il va directement signaler cela à la police. La police arrive à 6h du matin au parc de Wangsan. Les fouilles autour de la rivière Nakdong commencent. Rapidement, les autorités découvrent la valise sur la rive gauche, à moitié ensevelie sous l'eau. Dedans se trouve une vision de cauchemar. Un tibia féminin, une jambe, des bras et un morceau de cuir chevelu. Ils découvrent également les vêtements portés par la victime le jour du meurtre, à savoir un pantalon noir, un t-shirt beige et une paire de pantoufles d'été en coton. Un médecin légiste est envoyé sur place, bientôt rejoint par une équipe de la brigade scientifique. Des plongeurs ratissent également le fond de la rivière, à la recherche d'autres preuves,
mais il ne trouve rien de spécial. Le chauffeur de taxi est rappelé au commissariat. Dans son portable, la géolocalisation a enregistré les détails relatifs à Yu Jong. Cela va leur permettre de remonter jusqu'à elle. Les choses s'accélèrent. En fin de matinée, la police se présente au domicile de la meurtrière. C'est d'ailleurs elle-même qui leur ouvre la porte. « Nous avons une autorisation de perquisition », dit l'un des policiers au grand-père, un peu hagard. « Mais voyons, que se passe-t-il ? Non, laissez cette étagère. You, que se passe-t-il » s'insurge le vieillard. Blême et silencieuse, la jeune femme ne fait pas un geste pour s'interposer. Elle les conduit elle-même à sa chambre. Son regard est complètement vide. Elle est coincée, et elle le sait. Dans la pièce aux volets clos de nuit comme de jour, l'odeur de décomposition est juste insoutenable. C'est d'ailleurs cela qui finit par les guider vers l'armoire à chaussures, où ils finissent par découvrir la deuxième partie du corps, dissimulée dans des sacs poubelles. « C'est vous qui avez caché cela ?» demande l'un des policiers à Yu Jong. Elle opine de la tête à la manière d'une fillette qui vient de faire une grosse bêtise. La police va aller de surprise en surprise. Dans le sac à dos, elle met la main sur la carte d'identité de la victime, son téléphone portable et son portefeuille, emporté la veille par Yu Jong. Il va falloir nous suivre au poste de police. Bien que n'ayant aucun rapport avec cela, le grand-père est également auditionné, car c'est dans sa maison que des preuves ont été trouvées. « Mais bon sang, qu'est-ce que tu as fait ?»« Rien du tout, Alaboji, rien du tout, » répond-elle d'une voix blanche. « Non, pas de menottes, je ne veux pas que mes voisins me voient avec des menottes au poignet !» s'exclame avec fureur le grand-père. Mais il est déjà trop tard. 3 voisines sont déjà sur le palier, l'air préoccupé. Elles se chargeront d'avertir les autres. Dans les escaliers, le grand-père, visiblement très bouleversé, finit par faire un malaise et doit être conduit en urgence à l'hôpital. Yu Jong, nullement inquiété de ce qui l'attend, monte de son côté dans la voiture de police en inclinant la tête. Son visage ne laisse transparaître aucune émotion. Dans un premier temps, la police commence à enquêter sur la relation et la situation entre Yu Jong et l'enseignante, à travers un examen médico-légal du téléphone portable et l'ordinateur de la suspecte. Des enregistrements de recherche tels que « cas de meurtre » et « meurtre sans corps » sont retrouvés dans l'historique du portable de Yu Jong. Ils apprennent que la suspecte avait un goût prononcé pour les émissions d'enquête criminelle et louait également plusieurs livres liés au crime. Mais c'est surtout les images de vidéosurveillance, la montrant avec une valise suspecte, qui finissent par la coincer. Pendant ce temps, Yu Jong commence à se plaindre de douleurs abdominales atroces et demande à voir un médecin. Elle est conduite pour recevoir un traitement à l'hôpital avant d'être interrogée. Comme cela a été révélé plus tard en détail, Yu Jong se plaignait de douleurs au moment de son arrestation en disant « Je saigne ». À l'hôpital, elle a subi un examen gynécologique. Les résultats de l'examen se révèlent normaux. Elle a menti. Il n'y a aucun signe de saignement. Elle voulait juste faire diversion. Quelques jours plus tard, la police fait le lien avec les images de vidéosurveillance et le profil en ligne qu'elle s'est créé sur le site de tutorat. Elle procède alors à son arrestation. Toutefois, elle n'a encore rien avoué. Le grand-père, quant à lui, est écarté de la liste des suspects et renvoyé chez lui. Dans la nuit du 1er juin 2023, Yu passe finalement aux aveux. J'ai ressenti le besoin de tuer en regardant une émission d'enquête criminelle. Elle devient la plus jeune suspecte dont les informations personnelles sont divulguées en vertu de la loi spéciale, ou ce qu'on appelle également en Corée, la loi sur les crimes violents spécifiques. L'affaire est rapidement ébruitée et mobilise rapidement tous les médias. En une nuit, la nation entière apprend l'abominable crime perpétré de sang-froid par une jeune femme d'apparence aussi ordinaire que normale. C'est le choc absolu. L'affaire fait les gros titres, notamment à cause de l'absence apparente de mobile rationnel. Sur la toile, les internautes ne parlent plus que de cela. C'est devenu le sujet du moment. Beaucoup expriment de la peur et de l'incompréhension devant la froideur du crime et l'effroyable mise en scène qui l'a précédé. Durant son interrogatoire, Yu Jong déclare à la police avoir voulu vivre une expérience de meurtre réel, inspirée par les contenus criminels qu'elle regardait compulsivement. Elle raconte en détail glaçant comment elle a planifié l'acte pendant des semaines et comment elle a dû essuyer 2 échecs avant d'y parvenir. J'ai utilisé cette application pour cibler une victime potentielle. J'ai ensuite créé un faux profil et me suis fait passer pour une mère cherchant un professeur pour sa fille.
Quand la prof a accepté, j'ai loué un uniforme scolaire pour paraître plus jeune. Son choix de cible, une étudiante en tutorat privé de 26 ans, n'était pas personnel. Elle cherchait une personne vulnérable, seule, à domicile. Je ne la connaissais pas, nous n'avions aucun lien, et je n'éprouvais aucun sentiment négatif à son égard. C'est tombé sur elle, cela aurait pu être quelqu'un d'autre. Le lendemain des aveux, elle est présentée à 2 psychiatres. Ils déduisent qu'elle a tué par curiosité, ce qui suggère une forme de désensibilisation totale à la violence, voire un trouble psychopathique et bipolaire, et un acte prémédité d'une violence inouïe. On parle alors du syndrome du tueur sans mobile clair, où la frontière entre fantasme criminel et passage à l'acte est franchie par isolement et par fascination morbide. On lui soupçonne aussi un trouble bipolaire, jusque-là jamais encore diagnostiqué. Yu Jong ne voyait pas de psychologue et ne prenait pas d'antidépresseurs. Les responsables de la police ajoutent que la suspecte semblait avoir développé un complexe à propos de l'anglais dès le collège et que cela a impacté son parcours scolaire. Elle affirme que c'est d'ailleurs à cause de cela qu'elle n'a pas réussi à avoir un bon emploi. Cependant, avant cet incident, la jeune femme avait tenté, sans succès, de commettre un crime contre un adolescent et une femme d'une vingtaine d'années, tous deux sans lien avec son parcours universitaire. Dans une interview avec l'équipe de reportage de NBC, qui s'est rendue sur les lieux, le grand-père de Jong Yu-jong déclare « Je veux m'excuser 100 fois auprès de la famille endeuillée pour avoir mal élevé ma petite fille. C'est ce que je ressens. » Le 2 juin, à 9h06, Yu-jong publie sur Instagram une photo d'elle, alors qu'elle est installée au premier étage du commissariat de police de Busan-Dongra. La légende dit « Je présente mes sincères excuses à la famille endeuillée. Je pense que je n'étais pas dans mon état normal. » L'agence de police métropolitaine de Busan décerne un certificat de félicitations et une récompense au chauffeur de taxi pour son flair et pour avoir signalé l'incident. Il est évident que sans lui, les recherches n'auraient jamais eu lieu. Le journal de Korea Herald rapporte que les procureurs ont découvert que Yu-jong avait appelé son père avant le meurtre et avait fait des remarques qui ressemblaient à des menaces de mort. Elle a également recherché un mot pour désigner le meurtre de proches parents sur un moteur de recherche en ligne. On ignore si elle voulait mêler son père à cela, ou carrément le rendre responsable du meurtre à sa place, en échange d'un service ou d'une importante somme d'argent. Le 19 juin 2023, Yu-jong est transféré au centre de détention de Busan, en attendant son procès. Son procès s'ouvre en octobre de la même année, présidé par le juge Kim Tae-hop et le juge associé Kang Tae-gyu. Le procès se déroule à huis clos. Dès l'ouverture de l'audience, le ton est donné, un meurtre déroutant, une scène digne d'un thriller, sauf qu'ici, tout est vrai, et surtout, l'absence totale de mobile. L'accusé ne connaissait pas la victime et n'avait aucun lien avec elle. Le juge Kim Tae-hop déclare « Jusqu'au moment où le verdict de cette affaire sera annoncé, j'ai de sérieux doutes quant à savoir si l'accusé est prêt à présenter des excuses sincères à la victime et à sa famille, et à se repentir de ses crimes. » Dans le box des accusés, un masque sur le nez et la tête couverte d'un chapeau, Yu-jong ne bronche pas, écoutant l'énoncé du juge sans ciller. Elle est inculpée pour meurtre avec préméditation, dissimulation de cadavre et falsification d'identité. Le 6 novembre 2023, le parquet de Busan requiert la peine de mort. Dans sa déclaration finale, l'accusé éclate en sanglots, demande la clémence des juges et de lui accorder une seconde chance pour devenir une meilleure personne, selon ses propres termes. Elle soumet même une lettre de réflexion 21 fois au cours de son procès. Entre-temps, lors de l'audience de détermination de la peine ce jour-là, le rapport sur l'analyse psychologique intégrée de Yu-jong est mentionné. Selon le rapport, elle manque de compréhension ou d'empathie pour les états psychologiques des autres, et manque d'observation de la cause et de l'effet des événements qui la concernent. Le 24 novembre 2023, le tribunal la condamne à la réclusion criminelle à perpétuité, avec ordre de porter un dispositif de localisation électronique à la cheville pendant les 30 prochaines années. Au lieu de la peine de mort requise par l'accusation, donnant ainsi une dernière chance à Jong Yu-jong. Le meurtre par curiosité a déclenché une véritable onde de choc en Corée du Sud ces 2 dernières années. Comment une jeune femme isolée a transformé sa fascination en projet meurtrier. Le crime a alimenté le débat sur la fascination pour le true crime, les contenus violents et l'impact sur les jeunes désocialisés.
Beaucoup de tribunes et de podcasts se sont d'ailleurs interrogés sur les limites de la responsabilité individuelle contre l'influence des médias violents. D'un autre côté, plusieurs experts ont dénoncé l'absence de suivi psychologique pour les personnes recluses volontairement chez elles, que cela soit à cause d'un échec professionnel, un chagrin sentimental ou autre. Il faut dire que le sujet de la santé mentale est encore tabou dans ce pays de l'Asie du Sud-Est, qui a fait de la réussite professionnelle et sociale son leitmotiv. L'affaire a aussi été discutée sur le terrain du genre. Un meurtre brutal commis par une femme reste quelque chose de très rare en Corée du Sud. Yoo Jong est devenue la plus jeune prisonnière condamnée à perpétuité en Corée du Sud, battant Lee Mo, le coupable dans l'affaire du meurtre du randonneur. Yoo Jong est aujourd'hui enfermée, mais l'histoire, elle, reste ouverte et pose une question troublante. À quoi ressemble le mal quand il prend un visage banal ?